Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo intitulée Mes films de Noël. Alors attention, c'est pas nécessairement une vidéo tuto qui va te dire à peu près c'est quoi qu'il faut regarder comme film à Noël, c'est quoi ma sélection de films que tu devrais regarder à Noël, c'est pas ça du tout. En fait, c'est plus par rapport à une tradition que moi j'ai établie depuis vraiment longtemps, je pense, quand j'étais sûrement enfant, d'après moi, même peut-être, ouais, enfant, ouais, moi je dirais enfant, jeune ado, que à Noël, je diffuse des films pendant les vacances, pendant les 2 semaines de vacances, de manière quasiment constante à la télé. Et c'est ça, c'est l'ambiance de Noël avec des films qui sont tout le temps diffusés. C'est sûr que sur les 2 semaines de vacances, il y a quand même un sacré paquet de films. Ok. Donc moi, je t'ai fait la sélection des films qui reviennent tout le temps et qui ont même commencé cette tradition-là. Les premiers films que je mettais et que je mets chaque Noël, tout le temps, qui reviennent constamment. Mais là-dedans, il y a beaucoup, l'éventail, je te dirais, de films est quand même assez extraordinaire. J'en passe quand même, je sais pas moi, peut-être 2, 3 par jour, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Sur 2 semaines, il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est ça, c'est quand même assez gros. Au niveau du catalogue de films. Tu verras dans la vidéo que la vidéo, ça va être plus au départ, parce que c'est les premiers films que j'aimais vraiment, donc ça va être plus des films plutôt classiques, des films français classiques, des films qui sont pour moi des incontournables. Mais c'est bien entendu mon avis, c'est mon catalogue à moi, hein, donc c'est pas une vérité. Chacun a le droit d'aimer les films qu'il a envie d'aimer. Mais ça te donnera une idée un petit peu des films que moi j'affectionne peut-être plus particulièrement. Et la deuxième partie de la vidéo, ça va être des films un petit peu plus récents, mais qui font partie, je te dirais, de mes classiques à l'heure actuelle aussi. Ceci étant dit, c'est sûr que ma conjointe est rentrée à pieds joints dans cette tradition-là. Elle trouve ça extraordinaire aussi. Depuis qu'on s'est rencontrés, ça fait quand même, je ne veux pas parler de ma vie personnelle, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'on est ensemble. Et du coup, elle a amené peut-être une petite touche de film encore un petit peu plus récent, on va dire, que je trouve vraiment extraordinaire. Donc tu verras en fin de vidéo, qui, je pense, vont très bien dans cette tradition-là. Ça s'ancre bien dans cette tradition-là. Donc, on est parti pour mes films de Noël. Alors, avant de commencer, je ne sais pas si tu le vois en arrière de moi, je pense pas qu'on le voit clairement avec la caméra parce qu'elle elle est peut-être un petit peu trop loin, mais il y a quelques DVD en haut, sur les tablettes du haut de la bibliothèque. Je n'ai pas je suis quelqu'un qui regarde, je fais une chaîne cinéma, donc c'est clair que je regarde énormément de films, j'aime ça le cinéma. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va avoir une bibliothèque remplie de films de DVD. En fait, j'avais une grosse collection. Très honnêtement, je me suis débarrassé de tous mes DVD. Parce que maintenant, on a Internet, on arrive à avoir des films en HD, on arrive soit à les streamer, soit à les pirater. C'est pas super cool, mais on le fait des fois. Soit il y a Netflix, il y a des sites un petit peu plus légaux qui existent à l'heure actuelle. Pourquoi se faire chier à avoir des DVD? Mais chacun fait comme il veut. Il y en a qui aiment d'ailleurs avoir des grosses collections. Ceci étant dit, je ne veux pas tourner autour du pot, j'ai gardé ces quelques DVD là. Eux, je pouvais pas m'en séparer, je pouvais pas les donner, c'était impossible. Je les utilise jamais parce que j'utilise, comme je te disais, l'ordinateur pour regarder les films. Mais ils restent là parce que ce sont, voilà, c'est une collection, une partie de la collection des classiques de Noël dont je suis en train de parler. Bref, parenthèse fermée, je commencerai avec le premier film qui fait partie de cette tradition, Don Camillo. Et en fait, même tous les Don Camillo qui font partie de la tradition, parce qu'il y a plusieurs films. Donc le premier film, c'était Le Petit Monde de Don Camillo. On va revenir là-dessus. Le Petit Monde de Don Camillo. Don Camillo, au départ, c'était des nouvelles anticommunistes de l'italien Giovanni Guareschi, ou Guareschi, je ne sais pas comment prononcer. Je parle pas italien, je suis désolé. Qui était publié à partir de 1948 dans l'hebdomadaire Candido. Alors ça, c'était un gars qui était relativement, qui était carrément, on s'entend dans l'après-guerre avec l'avènement de l'Union soviétique. C'était un gars qui était anticommuniste, ok. L'Union soviétique, naturellement, je te dirais que ça a commencé en 1918 avec Lénine et tout ça, mais il y avait une grosse
émergence après la Seconde Guerre mondiale des forces communistes. Donc lui, c'est ça qu'il faisait, un petit peu, voilà, il publiait ça, c'était un petit peu caricatural sur l'anticommuniste. Donc le grand succès des nouvelles se transforme finalement en un film en 1951, qui d'ailleurs, le film, en 1951, il y a eu l'idée, quelque part, des producteurs de faire un film, des producteurs franco-italiens, parce que c'est une coproduction, donc de partir ce film Don Camillo, qui a été fait finalement en 1952. Le réalisateur, c'est Julien Duvivier. Alors, quand ils prennent Julien Duvivier comme réalisateur, l'idée c'était d'avoir Gino Cervi qui, dans Don Camillo, joue Pepone. Hein. Gino Cervi devait jouer le rôle de Don Camillo, et Giovanni Guarecci, je dis Guarecci, hein, désolé, peut-être que j'écorche son nom, lui-même devait jouer le rôle de Don Camillo. Le rôle de Pepone, pardon. Le rôle de Pepone. Mais Julien Duvivier aimait vraiment pas ce casting-là. Il trouvait que ça fonctionnait pas et il voulait absolument avoir Jacques Morel pour pouvoir faire le rôle de Don Camillo. Donc Giovanni Guarecci, évidemment, n'en démordait pas, mais finalement Julien Duvivier a réussi à le persuader à laisser tomber l'idée de jouer dans le film. Il veut avoir Jacques Morel, mais Jacques Morel est déjà occupé à faire un autre film, il n'est pas disponible, donc il doit trouver quelqu'un d'autre. Finalement, il s'est retourné vers un gars qui faisait pas mal de musical à l'époque et qui était très connu dans ce milieu-là, Fernandel, qui pour moi est un acteur incontournable, j'adore Fernandel. Donc Fernandel qui faisait déjà quand même du cinéma, hein, il n'était pas non plus comme musical, mais Don Camillo a carrément, c'était l'étincelle qui a déclenché, je te dirais, sa grosse carrière au cinéma, même s'il en avait déjà une auparavant. Donc c'est Fernandel qui prend le rôle, et c'est un film, c'est exceptionnel comme film pour moi, c'est juste génial. Tous les Don Camillo, je te dirais que le premier est peut-être un petit peu moins bon que la suite. La suite pour moi est peut-être un peu plus réussie. Le premier était peut-être un peu trop sérieux à mon goût, trop justement dans la caricature anticommuniste, donc trop politique. Et dans le 2, on est plus dans la comédie, mais quand même, c'est un très bon film. Particularité de ces films-là, ils sont toujours tournés dans les deux langues, mais dans le sens où chaque en fait comédien, donc Fernandel étant français et Gino Cervi italien, jouait dans sa propre langue pendant le film, et après ça, on redoublait le film en post-prod pour pouvoir le diffuser en France ou en Italie, complètement en italien ou complètement en français. Donc je trouvais ça assez intéressant aussi comme idée quand même dans les années 50. Donc tu as le retour de Don Camillo en 1953 de Julien Duvivier. Donc il avait, évidemment, ça a été, ça a été un succès commercial énorme, Le Petit Monde de Don Camillo. Donc Julien Duvivier, à la suite du film, une fois qu'il a été fini d'être tourné, il a vu que ça fonctionnait, il a tout de suite commencé le tournage du second volet. Hein, il ne s'est pas fait attendre, dès qu'il a vu les chiffres, c'est parti, la maison de prod a dit ok, on y va. La grande bagarre de Don Camillo en 1955 de Carmine Gallone, j'espère que j'avais un bon accent. Don Camillo Monseigneur en 1961, encore de Carmine Gallone. Don Camillo en Russie en 1965 de Luigi Comincini. Alors, une petite anecdote quand même assez intéressante entre Don Camillo Monseigneur et Don Camillo en Russie. Ce sont des films dont, je te dirais, la chronologie est inversée. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont sortis donc en 61 en 65, mais dans le film on voit qu'il a les cheveux gris, donc en fait c'est l'inverse si tu voudrais regarder dans l'ordre chronologique, ce qui est assez intéressant, ce qu'ont dit les créateurs de ces films-là. Et finalement le dernier, Don Camillo et ses contestataires, que je n'ai pas vu en 1970, parce que sur ce dernier film, il faut dire que Fernandel était en train de tourner le film, et malheureusement, comment dire, il était atteint d'un cancer généralisé. Sa femme et sa famille en fait, et les médecins de l'époque qui savaient qu'il avait un cancer généralisé lui avaient caché en lui indiquant qu'il était uniquement atteint d'une pleurésie. Donc lui, il ne comprenait pas pourquoi il se sentait pas aussi bien que ça, on s'entend. Et pendant le tournage, il a eu un grave accident de santé, il a quasiment perdu conscience. Donc finalement il a été rapatrié à l'hôpital et il est mort pas longtemps après. Donc en plein dans le tournage de Don Camillo et ses contestataires avec Gino Cervi. Gino Cervi, une fois que Fernandel est mort, a dit « Moi, je ne tourne pas un Don Camillo sans Fernandel, c'est impossible, donc je me retire du projet. » Le film a été repris par le réalisateur aussi s'est retiré d'ailleurs. Le film a été repris par un autre réalisateur et deux autres acteurs pour camper les rôles de Don Camillo et Pepone. Évidemment,
Les fans, et moi j'en fais partie, ne se sont pas retrouvés dans ce casting-là. L'histoire est un petit peu peut-être moins bonne. C'est vrai que Fernandel et Dino Servi improvisaient quand même un peu sur les tournages. On n'a pas cette couleur-là qui est rendue à ce moment-là. Donc il manque d'intérêt. Un film qui n'aurait pas dû être fait à partir du moment, je pense, le tournage aurait dû être abandonné à partir du moment où Fernandel malheureusement est décédé en 1971. Donc, parce que c'était tourné à la fin des années 70. Moi, les Don Camillo, pour finir avec ça, qu'est-ce que j'en pense? Évidemment, ce sont des grands classiques, ce sont des films que je peux regarder comme ça, sans arrêt, sans me lasser. C'est pour ça que je les mets à chaque Noël. Je sais pas, il y a un univers comme ça dans lequel tu embarques à l'intérieur, il y a un univers qui est représenté, qui est fantastique. Il y avait eu un remake, je pense, en 1983, je veux pas dire de bêtises, avec Terence Hill, peut-être pas en 83, je connais pas la date, mais Terence Hill avait fait un remake, mais on retrouvait pas cette idée, c'était trop du Terence Hill, on ne trouvait pas l'idée de Fernandel, il y a quand même l'idée de Fernandel. Bien entendu, Fernandel, j'ai beaucoup de films de lui qui tournent, il n'y a pas que les Don Camillo, pendant les vacances de Noël, dont par exemple La cuisine au beurre de Gilles Grangier, oui c'est ça, en 1963 avec Fernandel et Bourvil, ou Topaz en 1961 de Marcel Pagnol, pour citer que ces deux-là. La cuisine au beurre pour moi c'est un grand classique, mais j'ai énormément de Fernandel qui tournent aussi pendant les vacances de Noël. Les Don Camillo pour moi, ça reste un incontournable. Voilà. Ensuite, Jacques Tati. Alors Jacques Tati, Tati pour moi c'est un incontournable, c'est un maestro. C'est waouh. Chaque année je regarde du Jacques Tati. Chaque année, je connais les films par cœur, je les regarde encore. Je suis waouh. Bref, je vais te citer plusieurs de ces films, mais moi évidemment il y a deux films qui tournent en boucle tout le temps, qui sont ces films les plus aboutis. Les vacances de Monsieur Hulot en 1953 et Mon oncle en 1958. Pour tous les films qu'il a fait, en fait, il a fait Jour de fête en 1949, il a fait Les vacances de Monsieur Hulot en 53, il a fait Mon oncle en 58, il n'a pas fait beaucoup de films. Playtime en 67, Trafic en 71 et Parade en 74. Ok, ça c'est tous ses films, c'est tout son catalogue au complet. Là-dessus, il a fait des courts-métrages, etc., mais j'en parlerai pas. Le premier film qu'il avait fait, c'était Jour de fête en 1949, mais c'est pas un film qui, moi, me touche nécessairement par rapport, même si c'est un Tati, et que je trouve ça quand même un très bon film, parce que moi je suis vendu à Jacques Tati complètement, à 3000%. C'est tellement un waouh. Bref, il n'y avait pas à l'intérieur, c'est un personnage qu'il a, le personnage un peu de facteur comme ça, mais c'est pas Monsieur Hulot, ok? Monsieur Hulot a été créé avec les vacances de Monsieur Hulot en 1953. Donc c'est là-dessus que moi je trouve qu'il y a quelque chose qui manque, parce que Monsieur Hulot, je vais revenir là-dessus sur ce personnage-là, mais Monsieur Hulot c'est un personnage qui est emblématique de la série de Tati, qu'il a créé lui-même, et c'est ça s'en ressent un petit peu dans Jour de fête, même si Jour de fête est quand même très réussi. D'où vient Monsieur Hulot? Ça c'était quand même assez intéressant comme anecdote. Eh ben, figure-toi que c'est le grand-père de Nicolas Hulot. Ni plus ni moins. Et Nicolas Hulot d'ailleurs l'a même confirmé il n'y a pas longtemps, en disant que oui, effectivement, c'était réellement son grand-père. Jacques Tati connaissait le grand-père de Nicolas Hulot et s'en était inspiré pour faire le personnage de Monsieur Hulot. Il trouvait que c'était un personnage qui était assez parodique. Il s'en est inspiré. C'est sûr qu'il a rajouté beaucoup dedans, mais il s'en est inspiré. Donc c'est quand même assez intéressant. Mon oncle en 1958, extraordinaire aussi ce film-là, c'est son film le plus abouti, c'est son film avec lequel il gagne le plus d'argent. C'est un film qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger quand même, c'est quand même pas rien. Donc, Mon oncle. Alors, continue sur les anecdotes. Playtime qui fait en 1967, c'est là où Jacques Tati touche un petit peu le fond. Il s'écrase lamentablement parce qu'en fait il avait monté une maison de production avec quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom, qui s'appelait Spectra Film, et c'est avec cette maison de production là qu'il faisait évidemment tous ses films. Mon oncle l'a mis sur la planète cinéma, donc il est devenu voilà, quelqu'un de très bankable, on s'entend. Mais Playtime, il insiste, il veut faire ses propres décors, il embauche plein de comédiens. On n'est pas du tout dans l'idée de Jour de fête. Jour de fête où en fait il y avait 5 comédiens qui étaient des vrais comédiens et tout le reste c'était les villageois du coin, quoi. C'est quelque chose quand même d'assez très atypique de faire ça, même à l'époque. Donc là on a des gros comédiens, on a beaucoup comment dire de figurants, on a des décors qui sont littéralement construits, ça coûte une fortune.
Il met plein d'argent là-dedans, il met quasiment toute sa compagnie. Le film marche pas super bien. Et du coup, bah, il est en dépôt de bilan judiciaire, sa boîte de production Spectra Film est vendue, sa maison est vendue, il est obligé de déménager, il y avait une grosse maison, il est obligé de déménager. Tous les droits de ces films sont également vendus pour la modique somme de 120 000 francs, ce qui est quand même, même si on parle de 1967, c'est quand même encore très peu parce que c'est des films qui rapportent lourd. Ok. Pour continuer d'ailleurs avec l'anecdote, alors il a continué après, il a fait Trafic en 1971 et il a fait Parade en 1974. Je pense qu'il avait été chercher du crédit suédois ou norvégien pour un de ses films. Je ne sais pas si c'est pas Trafic, je dirais pas de bêtises, mais il y avait quelque chose dans ce genre-là, dans cette idée-là. En 2001, plus récemment, sa fille, Sophie Tatitchev, parce que c'est son vrai nom, Tatitchev, Jérôme Deschamps et Masha Makayev, que tu connais, Jérôme Deschamps et Masha Makayev, qui sont en fait les créateurs des Deschiens, etc., qui font des choses que moi que j'aime beaucoup aussi, un humour un petit peu atypique. Ils créent la société de production Les Films de mon oncle. Et en fait, le but, évidemment, ils ont fait des films avec cette société de production-là, mais le premier but de cette société-là, c'était de racheter les droits de tous les films de Jacques Tati, de les restaurer, de créer un catalogue et de finalement les rendre accessibles à tout le monde à nouveau. Donc c'était vraiment une très bonne idée. Qu'est-ce que j'aime dans l'idée de Les vacances de Monsieur Hulot et du film aussi Mon oncle, ces deux films-là plus particulièrement, c'est qu'on trouve un monsieur qui s'appelle Monsieur Hulot, qui est une sorte un petit peu, je te dirais, d'anarchiste, qui est quelqu'un qui va à contre-courant d'une société qui fonctionne pas bien selon moi. Donc c'est une société qui marche pas, mais quelque part, la personne normale étant Monsieur Hulot, mais la personne anormale est aussi Monsieur Hulot, puisqu'elle est à contre-courant de tout le monde. La majorité des gens vont tous dans le même sens, dans une société qui ne fonctionne pas, dans une société c'est réellement une parodie de la société moderne, en disant regardez tous les rouages de ces sociétés, comment ils ne fonctionnent pas. Et regardez comment Monsieur Hulot a raison, mais finalement, ça reste un anarchiste qui n'est pas dans le moule, et c'est ça qui fonctionne pas avec Monsieur Hulot, et c'est cet aspect-là que je trouve extraordinaire, renforcé avec l'idée où on va exploiter dans des films en couleur, dans des films plus modernes, bien que Les vacances de Monsieur Hulot soient en noir et blanc, mais dans des films Trafic est en couleur, Mon oncle est en couleur, pardon, dans des films plus modernes, l'idée du cinéma muet, mais avec toujours comment je te dirais, la mise en place du son, et le son est hyper important, et c'est ça que j'adore, parce que ça renforce cette idée un petit peu anarchiste dans une société complètement dysfonctionnelle. Il y a littéralement très peu de dialogue dans ces films-là, presque pas de dialogue. Les sons sont ultra importants. Et c'est des sons qui font que, par exemple, peut-être plus dans Mon oncle, on le voit très bien, tout est épuré, il n'y a pratiquement pas de son, c'est très diffus, et lui arrive, notamment quand il va dans la grosse société pour aller passer un entretien afin de peut-être éventuellement avoir un job là-dedans, lui fait plein de bruit, avec ses pas, ça marche pas, il s'assoit sur un fauteuil qui fait énormément de bruit, les portes qui grincent, etc. Toujours avec lui qui est un petit peu le moteur là-dessus, de ce son qui est agressif par rapport au reste de la société environnante. Donc, véritablement, Jacques Tati, pour moi, c'est un des plus grands metteurs en scène qui existent. Je l'aime beaucoup, et j'arrêterai pas de regarder ses films. À chaque fois que je regarde ses films, je ressors avec quelque chose d'autre. C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais je sais pas. Mais j'adore Jacques Tati. Je peux pas dire autre chose que ça. Voilà. Ensuite, on s'en va dans le western spaghetti. Ça n'a plus rien à voir. Pas encore nécessairement dans le film américain, dans le film plutôt, je te dirais, italo-américain, parce qu'il y a quand même des acteurs américains. Donc là, je salue, je peux pas faire autrement, je salue Sabar Rassim, naturellement, amigo, qui est un fan définitif, qui regarde la chaîne et qui est un grand fan des western spaghetti. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Sergio Leone, donc si tu veux en savoir plus sur les western spaghetti, tu peux aller voir cette vidéo-là. Je parle pas à Sabar, lui il a déjà vu, mais aux quelques autres personnes qui regardent la chaîne. Bon, premier film, alors je vais pas citer tous les western spaghetti parce que j'en tourne quand même, il y en a quand même plusieurs qui tournent pendant mes vacances de Noël, mais il y en a deux que j'ai sélectionnés parmi tous ces films-là. La plupart sont de Sergio Leone, je dirais quasiment, qui reviennent tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui vient me chercher dans ces films-là. Mon nom est personne. En 1973, ce film-là,
qui est sorti en 1973. Ce film-là tourne chaque année. Chaque année, je le mets, de Tonino Valeri, sur un scénario de Sergio Leone avec Terence Hill et Henry Fonda. Alors là-dessus, je te renverrai du coup à la vidéo que j'avais faite sur Sergio Leone parce que j'en parlais plus particulièrement. Il y avait eu des problèmes entre Tonino Valeri et Sergio Leone. Sergio Leone avait d'ailleurs filmé quelques scènes, dont celle de la pissotière à un moment donné. Tonino Valeri n'était pas super content avec ça. Il y avait eu comme quelque chose, une tension qui s'était passée entre eux. Mais peu importe, si je parle juste du film en tant que tel, simplement en tant que spectateur, on ne parlera pas de technique. Il y a quelque chose dans ce film-là. J'adore Alors, je les regarde en français. Je regarde toujours les films en version originale, mais pas ceux-là, parce que je trouve qu'ils sont doublés d'une manière magistrale. J'ai peut-être tort, mais je trouve ça vraiment extraordinaire. Évidemment, la confrontation, pas réellement la confrontation, mais l'espèce d'ambivalence qu'il y a entre Terence Hill et Henry Fonda, les deux personnages, Jacques Beauregard et personne. C'est juste formidable, c'est juste extraordinaire. Il y a des scènes d'anthologie dans ce film-là. Je sais pas, je le remets à chaque fois et c'est un petit peu comme Tati et à chaque fois je suis diverti. Pourquoi, je sais pas. Je le connais par cœur. Mais j'attends chaque scène et je la revis à nouveau. Ça, c'est vraiment génial. Le deuxième film, toujours dans l'idée du western spaghetti, un génie, deux associés, une cloche. Le titre dont il faut quand même être assez honnête, il n'y a jamais personne qui se souvient. À chaque fois, on confond les associés, les cloches et les génies. De Damiano Damiani et Sergio Leone en 1975 avec Terence Hill, Miu Miu et Robert Charlebois. Ça, c'est un film aussi unique pour moi. J'aime ça dans ce film-là, justement, les trois acteurs. Robert Charlebois qui est québécois et qui tournait dans ce film-là. Miu Miu qui est française, Terence Hill qui est américain, une espèce de trio de choc à l'intérieur qui fonctionne superbement bien. C'est sûr que je l'avais lu en arrière, il y a eu des problèmes au niveau du budget, fait que du coup, c'est pas des problèmes au niveau du budget, en fait les négatifs du film avaient été volés. Et ils en avaient tourné qu'une partie, hein. C'est pas le film au complet, mais ils en avaient tourné une partie. Les négatifs du film ont été volés. Il y avait une rançon qui avait été donnée pour essayer de les récupérer. La production a décidé de ne pas payer, de retourner les scènes en question, mais comme ils avaient plus trop de cash, ils ont retourné un petit peu au rabais. Du coup, ils ont essayé de rattraper ça au montage. Et paraît-il, selon certains, c'est pas mon cas, mais paraît-il que selon certains, il y a des invraisemblances au niveau de la continuité narrative. Maintenant, si tu es fanatique de ce film-là, tu pourras m'en dire plus. Moi, je suis pas, je suis juste, comment dire, un spectateur rendu là. Je suis pas nécessairement quelqu'un qui s'y connaît en western spaghetti. Il faut rester honnête. Hein. Mais moi, j'ai quand même beaucoup de plaisir à regarder ce film-là. Je pense pas avoir vu de problème au niveau de la continuité narrative. Tu pourras peut-être m'en dire plus. Si toi tu le sais un peu plus au niveau de la technique. Voilà, moi je trouve que ce film-là marche à cause je sais pas, du trio qui fonctionne et de la symbiose qu'il y a entre ces personnages-là au travers de la narration. Je trouve ça juste génial. Bien entendu, les autres films tournent, évidemment, les plus connus de Sergio Leone vont tourner pendant les vacances, comme Il était une fois dans l'Ouest, pour une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le Truand, qui sont des grands classiques. Ils tournent aussi, mais pas nécessairement à chaque vacances de Noël. Je vais les mettre, mais pas nécessairement. Ces deux films-là, ils y sont à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui vient me chercher dans ces films-là. Alors ensuite, on retombe sur du De Funès. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de De Funès. Hein, c'est sûr. Deux films pour moi. De Funès, il a fait un paquet de films. C'est juste hallucinant le nombre de films qu'il a fait. Mais il y a deux films qui ressortent dans son catalogue que je mets à chaque vacances de Noël. Les Grandes Vacances, en 1967, de Jean Giraud, avec Louis de Funès, Claude Jansac. Claude Jansac qui joue la femme de Louis de Funès dans Les Grandes Vacances. À noter que c'était la première fois que Claude Jansac jouait la femme du personnage de Louis de Funès, et que finalement, elle a incarné à 7 reprises par après la femme du personnage joué par Olivier de Funès et son fils, par Louis de Funès, excuse-moi. Et aussi, elle a joué aussi sa secrétaire dans L'aile ou la cuisse, elle a joué Frosine dans L'Avare, elle a joué la voisine dans La soupe aux choux. Donc je pense que c'était clairement une amie de Louis de Funès puisqu'elle était tout le temps là. Moi, Claude Jansac, je la trouve extraordinaire dans la femme de Louis de Funès, peu importe tous les films que j'ai cités. Elle joue aussi dans Les Gendarmes, c'est aussi elle qui joue la femme du personnage de Louis de Funès. C'est la femme
de Louis de Funès. Tu peux pas avoir une autre femme que elle à chaque fois. Elle joue tellement bien. Elle me fait rire, je la trouve extraordinaire. Et en plus, elle joue bien, c'est une super bonne comédienne. À noter peut-être dans les grandes vacances la présence de Olivier de Funès, le fils de Louis de Funès, qui d'ailleurs a joué dans plusieurs de ses films, par après, dont notamment Le Grand Restaurant, dans film sur lesquels je vais revenir. Donc, les grandes vacances, et j'en reviens tout de suite. Alors, les grandes vacances, c'est ça, peut-être je vais en parler quand même brièvement. Dans ce film-là, il y a un rythme qui est donné. Il y a un rythme que j'aime bien. D'abord, c'est une comédie, ça me fait tout le temps rire. C'est pareil, je connais le film par cœur, je ris quand même. Je dois être un peu mongol quand même, je sais pas. J'aime le cinéma, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est ça, il y a un rythme dans ce film-là qui est tenu. Il y a un rythme qui est très bon. Il y a un De Funès qui est au sommet de son art dans ce film-là, je pense. Il y a évidemment, il y a une comédie. Il y a des acteurs qui jouent formidablement bien. Il n'y a pas que De Funès. Les acteurs qui l'entourent jouent terriblement bien. Il y a un scénario qui est quand même bien écrit avec beaucoup de péripéties, toujours dans l'esprit de la comédie. Pour moi, c'est un incontournable. Je regarde chaque année. Deuxième film, j'en ai parlé il y a 2 secondes, il y a 2 minutes, Le Grand Restaurant, en 1966 de Jacques Besnéard. Donc ça, donc Olivier de Funès apparaît aussi dedans. C'est lui qui joue le neveu, il me semble, du cuisinier. Cuisinier qui est vraiment mortel. Le Grand Restaurant, ça c'est un projet, c'est un film qui est pour De Funès, pour Louis de Funès lui-même, est le plus abouti parce que c'est son film. C'est lui qui avait pensé au scénario, il a participé à l'écriture du scénario, c'est son projet, c'est son idée qu'il a lancé, il voulait absolument le faire. Les studios étaient contre, ça fonctionnait pas, je dis studios mais à l'époque c'était des maisons de production françaises étaient contre, ça fonctionnait pas, il a mis plusieurs années, finalement ça a fini par aboutir. Le réalisateur, c'était sa première réalisation, du coup De Funès a aidé aussi à la réalisation. C'est réellement, si tu veux voir un film de Funès, c'est réellement son film, hein. C'est le film qui voulait faire ce film-là, il voulait le faire depuis vraiment plusieurs années. Excuse-moi, j'ai postillonné. Donc, Le Grand Restaurant. Alors, à noter peut-être une petite anecdote dans ce film-là. À un moment donné, tu verras qu'il y a un ombrage qui est fait où il explique une recette en allemand et avec l'ombrage, De Funès devient Hitler devant, évidemment, des diplomates allemands. En fait, à la base, cette scène-là, il ne devait pas y avoir l'ombrage. Il l'avait tournée la veille. De Funès n'arrivait pas à trouver le sommeil pendant la nuit le lendemain. Il a carrément été insomniaque en disant quelque chose, parce que De Funès c'était un hyperactif, hein, c'était ça, c'était un gars c'était un pianiste, c'était un gars de musique, c'était un gars qui était, comment dire, il faisait beaucoup de choses en même temps, c'était un artiste, mais c'est ça, il était hyperactif, hein, donc c'est sûr que ça a pas mal joué sur sa santé aussi, notamment à la fin de sa vie, mais on le voit un peu dans ses films hein, quand même. Et De Funès, c'est ça, il n'arrivait pas à dormir, et finalement il a trouvé l'idée, il a dit oui, on va fonctionner avec un ombrage, si on est capable, et on va rendre un peu l'idée d'Hitler menaçant, qui donne une recette de cuisine à des diplomates allemands. Pas longtemps quand même après la Seconde Guerre mondiale, on est en 1966. Hein. Donc ça c'était aussi, c'était relativement cool. Ces deux films-là reviennent aussi chaque vacances de Noël. Je me lasse jamais de les voir. La musique aussi des grandes vacances fonctionne très bien pour moi. J'adore ces films-là. C'est sûr que là-dedans, tu vas voir les aventures de Rabbi Jacob qui vont revenir aussi. La Grande Vadrouille, qui est un grand classique, qui est un film qui avait fait le plus d'entrées en France, qui avait fait énormément d'entrées en France à l'époque. La Folie des Grandeurs. Folie des Grandeurs, naturellement, avec... voyons, j'ai oublié son nom. Yves Montand. Avec Yves Montand, La Folie des Grandeurs. Voilà, c'est pareil, le duo fonctionne bien, le Cornio avec Bourvil et De Funès, qui est un petit peu aussi, qui est en fait le même duo qu'il y avait dans La Grande Vadrouille, qui ont repris, bref, La Soupe aux choux, bon, qui est peut-être un de ses films plus vers la fin de sa carrière des années 80, mais avec un jeune Jacques Villeray dedans, notamment, voilà, De Funès, les deux grands films que je retiendrai de De Funès, et qui tournent chaque Noël, tu l'auras compris. J'adore De Funès. Belmondo. Mais oui, évidemment, Belmondo, c'est sûr. Belmondo, pour moi, c'est toute mon enfance, quoi. Il a fait tellement de films. Belmondo, où on dit Bébel, bien sûr. Alors, évidemment, je parlerai pas d'À bout de souffle, ou je parlerai pas du mépris. Belmondo joue pas dans le mépris, mais tu l'auras compris, les films de Godard, À bout de souffle, c'est le film qui l'a un petit peu révélé, même si avant, il avait déjà une carrière, hein, c'était un ancien boxeur. Il a même été boxeur quand même à très haut niveau.
C'est un gars qui avait fait du théâtre, qui avait fait de la boxe, c'était un jeune comédien qui essayait de percer, qui arrivait plus ou moins, pas depuis les années 50, à peu près une dizaine d'années. En 1960, il perce avec À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Bon, ça, c'est des films, t'aimes ou t'aimes pas. Faut arrêter la masturbation intellectuelle et de dire, voilà, c'est des grands films. C'est pas nécessairement des grands films, les films de Jean-Luc Godard. C'est mon avis. T'as le droit d'avoir le tien, c'est mon avis. C'est sûr que c'est quand même des bons films, il y a des choses qui sont à retenir, soit aussi bien dans le mépris qu'à bout de souffle, puisqu'on parle de Belmondo, mais tout ça pour dire que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Bébel, ok, tel qu'on le connaît. Les vrais films pour moi de Belmondo. Il y en a plein qui m'ont craché dessus en disant oh, ouais, c'est pas des grands films et tout. Pour moi, c'est des grands films. Désolé. Les Tribulations d'un Chinois en Chine en 1965 de Philippe de Broca sont, tu vois, sont des films qui sont pour moi quand même. On va prendre l'exemple de celui-là, hein, justement, que je viens de citer. Ce sont des films qui sont quand même très travaillés. Il y a de la réalisation, il y a un scénario, il y a Bébel, comme on le connaît, son jeu d'acteur tel qu'on le connaît. Voilà, c'est comme ça que je veux voir les films de Belmondo, même s'il y en a qui l'a fait auparavant, qui était quand même extraordinaire. Hein, ça ne veut pas dire, pour autant, je n'enlève pas ce qu'il avait fait avant, mais quand il devient Bébel, pour moi, c'est là où c'est vraiment bon. Le Cerveau de Gérard Houry en 1969, Les Mariés de l'an 2 en 1971 de Jean-Paul Rappeneau avec Marlène Jobert, notamment Samy Frey, Pierre Brasseur, le père de Claude Brasseur, qui était quand même un grand acteur aussi, une musique de Michel Legrand. Alors Les Mariés de l'an 2, ça me touche particulièrement parce que c'est un film, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à regarder à partir de l'âge de 7 ans. Et c'est un film, quand j'étais même en vacances d'été, je le mettais 2 à 3 fois par jour, je connaissais le film par cœur. C'est un film qui m'a vraiment touché plus particulièrement. J'ai aucune idée de la raison pour laquelle ce film-là m'a réellement plus touché. Ben, je te dirais qu'il y a un petit peu ce mélange, comment dire, d'histoire relativement bien montée, sur fond de Révolution française, plus ou moins, avec une idée d'un Jean-Paul Belmondo qui reste un peu le gars qu'on retrouve dans Cartouche. Il y a toute cette idée-là qui est là peut-être en arrière et qui m'a séduit. Je trouve que c'est un film qui est hyper abouti naturellement. Flic au voyou en 1979 de Gérard Lautner, avec des dialogues de Michel Audiard, le gars qui a fait les Tontons Flingueurs, quoi, le dialoguiste des Tontons Flingueurs, le dialoguiste incontournable du cinéma français, celui qui a les meilleurs dialogues au monde, d'après moi, peut-être à part les western spaghetti comme je disais, où il y a des tirades qui restent uniques et qui restent des grands classiques. Mais Michel Audiard, c'est incontournable, et dans Flic au voyou, moi, c'est juste génial, quoi. C'est juste génial. Et là, on connaît à ce moment-là Belmondo, tel que je l'ai dit. Là, il a créé un petit peu cette facette-là de Bébel tel qu'on le connaît. Le Professionnel en 1981 de Gérard Lautner aussi. Michel Audiard toujours pour les dialogues, avec une musique d'Ennio Morricone. D'ailleurs, Le Professionnel, c'était une idée à la base de Belmondo, se référant à, comment dire, une sorte d'attentat politique qui avait eu lieu, dont on entend parler un petit peu dans le film, et qui a été modifié, hein, avec ce chef africain, etc. Toutes ces choses-là. Le gars, c'était une espionne, c'était pas un espion, mais qui était en Afrique, qui a été détenu en Afrique, etc. Il y a un fond de vérité en arrière. Belmondo voulait jouer sur le côté dramatique. Évidemment, les studios n'étaient pas d'accord parce que Belmondo, c'était pas la dramatisation avant tout. Donc c'était Belmondo dans le rôle de Belmondo tel que je l'ai dit Bébel, et c'est ça qu'il voulait retrouver. Donc il a réussi à trouver un compromis, et Le Professionnel est un film qui termine mal. Hein. Si tu l'as pas vu, spoiler alerte, mais ça termine mal, et c'est fait exprès. C'est censé être un drame, bien que ce soit encore un Belmondo aussi. Donc voilà, ça c'est des films. Évidemment, il y a d'autres films comme Le Magnifique, etc. D'autres films de Belmondo, Le Guignolo, d'autres films de Belmondo qui reviennent aussi pendant les vacances de Noël. Mais ça, c'est des films majeurs que je remets à chaque fois. Les Tribulations d'un Chinois en Chine, pour moi, est un des premiers, avec l'autre dont je me souviens plus du nom, de Philippe de Broca aussi. Je m'en souviens plus, mais ça me revient pas. Bref. Il y en avait un autre, peut-être je le mettrai au montage quelque part, je sais plus. Désolé. Bref, ça c'est des films qui pour moi ont commencé réellement la manière de Belmondo de faire Bébel. Et il a créé ce personnage-là. Et c'est dans ce personnage-là que moi j'embarque. C'est sûr qu'après, à la fin de sa carrière, quand il a fait Le Solitaire, par exemple, en 1987, là, ça commençait à s'essouffler. Il l'a vu, et il est parti dans autre chose parce qu'il a vu que ça fonctionnait plus du tout. Le film n'a pas fait d'entrée, le scénario est quand même assez pauvre, les dialogues sont... Il n'y a pas Michel Audiard, donc ça se ressent. Donc c'est très... Bon, voilà, on va pas non plus dire que... Voilà, il a eu son air, on va dire, son moment.
Et ça s'est estompé à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Mais ces films-là sont des grands classiques, et ces films-là, il y en a pour certains, comme Les Tribulations d'un Chinois en Chine, par exemple, je reviens souvent sur lui, ou Flic ou Voyou, ou même Le Professionnel, ce sont des films qui sont parfaits. Ce sont des films qui sont parfaits, au niveau de la narration, au niveau des dialogues, au niveau de la réalisation, au niveau du jeu d'acteur. Pierre Donadieu, qui jouait beaucoup en second rôle et qui jouait un petit peu, comme il disait tout le temps, le souffre-douleur, quelque part, du personnage campé par Belmondo, il joue extraordinairement bien ce gars-là, là-dedans, quand même, c'est un acteur à la base. Il joue souvent des méchants un peu débiles, mais c'est un acteur qui est vraiment, vraiment très bon. Et il disait aussi que Belmondo, sur les tournages, il était toujours avec les autres et il essayait de travailler sur les seconds rôles, etc., les rôles de méchants, pour leur donner plus de profondeur et dire non, non, regarde, on va essayer de trouver des dialogues, on va essayer de trouver de la pertinence là-dedans pour pas que tu sois juste le souffre-douleur quelque part et que tu aies de la profondeur. Donc, Belmondo. Je vais arrêter là-dessus. Je parle.